pièce aussi très psychologique que personnellement j'aime, je dois dire énormément, qui s'appelle Une heure et demie de retard, qui est une pièce que Gérald a écrite à nouveau avec Jandel et qui a été créée par Bernard Murat au théâtre des Mathurins, à l'époque où Mathurin était dirigé par lui et par Jean-Louis Livy d'ailleurs, je crois. C'était en 2005. C'est la dernière pièce qu'il a montée là-bas d'ailleurs. Voilà. Mais après, sauf erreur de ma part, il l'a transporté à Édouard VII. Non. Non. Ah bon, Non, alors, bien aimé. Bon. C'est une pièce à deux personnages, Pierre et Laurence, sa femme d'ailleurs, interprétée par Patrick Chenet et par Evelyne Buil. Oui, 1 heure et demie de retard, mais il s'en passe des choses pendant l'heure de la représentation. Alors on va soulager quelques instants Gérald, et je vais vous lire le début de cette pièce. Oh, comme c'est sympa. Ça, c'est gentil. T'en as pas une troisième parce que... Merci. Un salon bourgeois, un ordre parfait règne, chaque chose est à sa place. Dans un coin de la pièce, un chevalet avec une toile posée dessus. Pierre attend, assis sur le canapé. Il a son manteau, il est prêt. Laurence entre pour chercher quelque chose. Pierre se lève, elle ressort, il se rassied. Et au bout de la troisième fois de ce petit manège... Mais Laurence, pourquoi tu te lèves à chaque fois que j'entre dans la pièce ? Parce qu'on nous attend pour dîner. On est en retard ? On va l'être. Ah bon, j'ai encore un peu de temps. Elle ressort. Mais qu'est-ce que tu cherches ? J'ai trouvé. Il va à la porte, pose la main sur la poignée, elle revient et regarde Pierre. Qu'est-ce qu'il y a ? Cette façon que tu as d'attendre, la main sur la porte, ça m'exaspère. Bon, je retire la main. J'étais prête, maintenant j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Mais qu'est-ce qui pourrait te manquer ? On va dîner chez les Chalmets, donc tu as besoin de moi, je suis prêt depuis 1 heure, une robe c'est bon, pas besoin d'argent, on est invité. Les clés de la voiture je les ai, alors quoi ? Passeport, visa ? Non, c'est à Bois-Colombes. Donc, qu'est-ce qui pourrait bien te manquer ? Une excuse pour ne pas y aller. T'as pas envie de venir ? Non. Pourquoi ? Je sais pas. J'ai jamais envie d'aller dîner chez les Chalmets. Ce soir, faut se forcer un peu, c'est important. Allez, viens. Faut vraiment que je t'accompagne ? Mais tu penses quand même pas que je vais y aller tout seul, non ? Pourquoi ? Parce qu'on est invités tous les deux. Allez, dépêche-toi. Non. Comment non ? Non, je peux pas. Pardon ? Non, jusqu'à la dernière seconde, j'ai cru que j'allais y arriver, mais non. C'est au-dessus de mes forces. T'es malade ? Tu as mal quelque part ? Non. Alors quoi ? Je peux plus faire un pas. Mais tu te fous de moi ? Non. Je vais pas rester calme longtemps, Laurence. Là, on est encore dans un mode assez courtois, mais ça peut vite dégénérer, une engueulade de vieux couple. Ça changera rien, j'irai pas. Merde, Laurence, c'est important. Chalmet m'a racheté mes parts du cabinet. Il veut fêter ça. Mais pourquoi t'as besoin de moi ? Je ne comprends pas pourquoi tu refuses de venir. T'es fatigué ? Terrassé, Pierre. Je sais pas ce que j'ai. On rentrera tôt, viens. Ça sert à rien. J'aurai jamais la force de tenir une conversation. Tu diras rien, je parlerai pour deux. Viens. Arrête de me dire viens. Allons-y. Impossible. Ce soir, je ne peux pas me retrouver face à Christine Chalmet. Mais pourquoi ? Qu'est-ce que tu lui reproches ? C'est une conne. Depuis quand ? Depuis toujours, j'imagine. Mais pourquoi tu dis que c'est une conne ? Elle collectionne les boîtes. Ouais. Et alors ? D'ailleurs, on lui en offre une ce soir. À ton avis, tu en as offert combien depuis que tu la connais ? Bon, je sais pas. À raison de 2 par an, ça doit faire dans les 40. Oui, 40 peut-être. Cette femme possède au bas mot 350 boîtes chez elle, vides. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est comme ça, elle aime les contenants. Tu viens ? Elle aime le vide. Elle aime le vide. Tu viens ? C'est le vide qu'elle aime. Elle a une sorte de passion pour elle-même. Au fond, c'est d'un orgueil démesuré, cette collection. Oui, sans doute, mais là, vraiment, faut qu'on y aille. 350 boîtes vides. Oublie les boîtes, Laurence, oublie les boîtes. On ne réglera pas le problème ce soir. Ils n'ont pas d'enfants, les Chalmets, alors ils collectionnent les boîtes. C'est assez inquiétant, hein, tout ça. Là encore. Hein. Oui, oui. Là, l'idée de départ, c'était l'exercice de style, c'est-à-dire faire en temps continu 1 heure et demie, d'où 1 heure et demie de retard. Oui. C'est très simple. Hein. Alors, on est dans un sujet qui est tout à fait à la Sacha Guitry. Parce qu'en réalité, la conversation va se poursuivre, et elle va se poursuivre pour une bonne raison. C'est qu'il y a, croit-on, il y a eu dans ce couple, à un moment, quelque chose. Ou plus exactement, je crois qu'on peut le dire, on peut lever les choses, mais je vais laisser Gérald le raconter. Non. Il est
il y a eu à un moment dans cette longue histoire, c'est un couple qui est réuni depuis des années et des années, hein, puisqu'on parle de 40 ans. Elle a eu un amant. Elle a eu une liaison, bon, qu'elle a avouée. Et on va s'apercevoir, et c'est en ça que je trouve qu'on est très proche de Sacha Guitry, qu'en réalité elle a menti. Mais la perversion de la chose tient à ce qu'elle n'a pas menti pour dissimuler une liaison. Elle a menti pour faire croire que la dite liaison a eu lieu. Or, la révélation de la liaison en question, loin d'avoir abouti à un drame, a au contraire entretenu la passion jalouse de cet homme pour cette femme. C'est assez... C'est tout à fait Guitry comme... Guitry est accoutumé de ce genre de choses. C'est une pièce extrêmement subversive en réalité, parce que c'est un éloge de l'infidélité, puisque c'est l'infidélité qui les a sauvés. Oui. D'ailleurs, ils se navrent de ne pas avoir été infidèles, ni l'un ni l'autre. Et oui. Et ils trouvent ça absolument... Et je trouve que c'est une pièce... D'abord, l'économie de la pièce est assez brève. Hein. Elle doit faire 1 heure, me semble-t-il, 1h10. Non, j'espère qu'elle fait 1h30, sinon il faut changer de titre. Oui, parce que avec la musique, il y a une danse, on a rallongé. J'ai eu l'impression à la lecture quand même que c'était quelque chose de très preste, hein, comme le sont certaines des pièces de Guitry d'ailleurs. Et ils vont finir par ils ne vont pas finir, ils vont continuer de se retrouver malgré l'aveu de ce contre-aveu, si je peux dire. Hein. C'est-à-dire que en fait, elle n'a jamais eu d'amant. Et lui est dévasté par cette nouvelle. Oui, parce que lui aussi a été fidèle. Et ils ont été fidèles, en quelque sorte, malgré eux. Non pas qu'ils n'aient pas eu la tentation, mais ils n'y ont jamais cédé. Et c'est pour ça que cette pièce est un éloge de l'adultère. Et puis ils vont se retrouver charnellement, d'ailleurs, et ce qui va provoquer un retard accru, d'où le fait qu'ils finiront quand même par aller chez des Chalmets, avec 1h30 de retard. Oui. C'est une pièce très subtile. Oui. Si. Moi, je vous écoute. Non. C'est... Il joue en Allemagne en ce moment. Oui. Il fait un très gros succès. Non, mais ça m'a fait plaisir parce que je suis allé voir en Allemagne. C'est amusant parce qu'en Allemagne, ils ont fait c'était à Berlin. Ils font un entracte. C'est comme en Angleterre, ils font des entractes. Ouais. Ce qui est absurde puisque le but de la pièce c'est de faire un temps continu, quoi. Mais ils s'en sont bien sortis. Ils reprennent un peu comme. Et, oui, il est dans cette pièce des répliques formidables. Par exemple, Laurence, elle dit beaucoup de mal de Chalmais, qui est l'ancienne associée de son mari, comme vous l'avez compris, et qui rachète donc les parts du cabinet. Et elle dit, j'ai envie de dire du mal, ça fait du bien. Parce qu'elle démolit absolument tous leurs amis, qu'elle trouve tous superficiels, cons, ridicules. C'est une pièce extrêmement corrosive. Et quant à moi, je la trouve extrêmement réussie. 1h30 de retard. Alors là, c'est une pochade, ça, alors, pour le coup. Oui, mais c'était l'idée. C'est une pochade. Ça s'appelle Vive Bouchon, et ça a été écrit par Gérald avec Jean Del. Et elle a été créée au Théâtre Michel, dans une mise en scène de Jean-Luc Moreau, en juillet 2006, avec à nouveau l'excellent Jean-Luc Porras, avec Guillaume Pellegrin, avec Christiane Bopp et avec Guillaume Bouched. Là, tu peux peut-être raconter de quoi il s'agit. Vive Bouchon, c'est le maire d'un tout petit village qui fait croire qu'il détourne des sommes considérables à l'Union européenne, en faisant croire qu'il a des élevages de bovins, d'ovins, il fait du blé, du maïs et même des bananes, ce qui n'est pas du tout la latitude convenable. Et donc, un jour, on lui réclame cet argent. Et pour éviter de rembourser tout l'argent qu'il doit à l'Union européenne, il va demander son indépendance pour être un État indépendant. Et curieusement, ça va lui être accordé. C'est là où la pièce, évidemment, est un peu pochade, comme vous dites. Et donc, ils vont aller à Bruxelles pour plaider leur cause, pour l'indépendance. Donc, il faut qu'ils aient un hymne, une culture, un drapeau des coutumes nationales, etc., etc. Enfin, ils prennent en otage. Enfin, c'est n'importe quoi, mais ça rappelle ce film anglais. Passeport pour Pimlico. Exactement, Passeport pour Pimlico, qui au départ appartenait à un truc vrai. C'est-à-dire, il y avait, qu'en Angleterre ça peut exister, mais ils avaient retrouvé un papier. Le film commence comme ça, mais c'est rattaché au duché de Bourgogne. Exactement. Exactement. Ouais. Mais ça, il fallait effectivement, en Angleterre où vous résidez.
sait qu'il y a toujours un chancelier du duché de Lancastre Oui. qui fait partie du cabinet. Oui, parce qu'ils empilent les Oui. trucs, les Saxons. Ils détestent, ils sont extrêmement Rien ne change. conservateurs, Oui, donc oui. rien ne. Surtout que rien ne change. Oui. Et c'est très bien comme ça. Alors, oui, ils vont demander une subvention à la communauté européenne pour desservir le patelin en question, qui s'appelle Bouchon, avec 3 sorties, Bouchon Nord, Bouchon Centre et Bouchon Sud. Ils vont remplir un dossier totalement bidon d'ailleurs, mais ils vont l'obtenir, la subvention. Mais Bruxelles va quand même envoyer un type qui s'appelle d'ailleurs assez significativement Robert Flappy, et qui va venir quand même enquêter sur ce que la ville de Bouchon, qu'on ne trouve sur aucune carte, ni sur Google Earth, ni nulle part. C'est le seul village que les Allemands n'ont pas trouvé quand ils sont arrivés. Qu'est-ce qu'ils ont fait de tout ça? Alors c'est vrai qu'on va assister au moment où l'envoyé de Bruxelles va demander à voir les bananeraies. Et les bananeraies, c'est un pot de fleurs comme ça, avec dedans une banane. Enfin, il y a une feuille de banane. Un caoutchouc. Voilà. Bon. Le maire, Jacques, est en survêtement. Il a une casquette en arrière et une batte de baseball à la main. Odette. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, Odette. Vous avez bien dormi, monsieur le maire? Je suis crevé. J'ai essayé de casser la vitrine du boulanger toute la nuit. Encore? Ah oui, mais cette fois, j'y suis pas arrivé. Qu'est-ce qu'il nous fait, Jean-Luc? Pourquoi il a mis une vitrine blindée? Peut-être qu'il en avait marre de la changer. C'est la seule vitrine à Bouchon. Faut bien casser quelque chose. S'il ne se peut plus casser la vitrine, vous savez ce qui se passe. On perd les subventions de Bruxelles pour les quartiers en difficulté. Qu'est-ce qu'il s'imagine, Jean-Luc? Que les subventions le font vivre, lui aussi. Maintien des petits commerces en zone sinistrée. 300 000 € par an. C'est pas en vendant 2 miches par mois qu'il va les gagner. Il n'y a pas de loup-bar à Bouchon. Faut bien que quelqu'un fasse le travail. Vous pourriez peut-être casser autre chose que la vitrine du boulanger. Mais quoi? La gare, elle est désaffectée. La poste, elle a été supprimée. Et les bus, il n'y en a jamais eu. Alors quoi? Taguer les murs? Ça suffit pas, Odette. Pour obtenir les aides, faut casser. Si Bruxelles vient vérifier pourquoi on touche ces subventions, on aura l'air minable comparé au quartier nord de Marseille ou à la banlieue parisienne. La concurrence est dure, Odette, dans le secteur des banlieues chaudes. Il y a des vraies bandes, des vrais méchants. C'est pas le maire qui fait des rodéos en voiture volée dans les rues. Non, le maire, il fait construire des centres culturels que les casseurs détruisent le lendemain de l'inauguration. On n'a pas ces moyens-là, nous. Mais quand j'ai besoin de voler une bagnole, je prends la mienne. Faut qu'il coopère, Jean-Luc, sinon je signe un arrêté qui interdit les vitrines blindées et les boulangeries. Oh, vous êtes de mauvaise humeur. Oui, Odette, je porte ce village à bout de bras et par moments, je me sens un peu seul. Certains oublient vite que sans les subventions européennes, on crève. Vous avez réfléchi à ce que je vous ai demandé hier? Oh oui, monsieur le maire, mais je pourrais jamais. Odette, c'est pas le bout du monde. Je vous demande juste de faire le mouton. Mais je pourrais jamais faire le mouton. Il ne s'agit pas de faire le mouton. Je vous compte comme mouton. Vous m'avez déjà compté comme veau l'année dernière. Ah, vous étiez formidable. Grâce à vous, on a décroché la subvention européenne pour les élevages d'ovins. Cette année, on demande un mouton. On demande le mouton. J'ai besoin de 300 têtes. Vous pouvez bien en faire une. S'il y a un contrôle. Mais je dirais que les loupards de la ZUP ont fait un grand méchoui. Oh, c'est risqué tout de même. On n'a pas le choix, Odette. Il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas de commerce, il n'y a pas d'activité économique à Bouchon, il n'y a rien, que des subventions. Ça n'a pas toujours été comme ça. Avant, il y avait la fabrique de cache-pot. Oh, la fabrique de cache-pot, mais c'est fini tout ça, Odette. Qu'est-ce que vous voulez? Les gens ils cachent plus leur peau. On ne peut pas les obliger. Aujourd'hui, l'usine est fermée, alors il faut se débrouiller autrement. Vous savez ce que c'est? Ils désignent une plante verte. Ça, c'est 10 millions d'euros par an, en Guadeloupe. Parce que je ne sais pas combien Bruxelles va donner pour la banane bouchonne. C'est un bananier. On va produire des bananes? Vous allez produire des bananes. Je vous ai mis à la tête de 500 hectares. Non, 150 hectares. Bon. Je viens d'envoyer en votre nom la demande d'aide à la production. Mais vous croyez qu'on va l'obtenir? Vous connaissez les fonctionnaires de Bruxelles, ils sont pointilleux, et avant de cracher leurs millions, ils voudront voir la première récolte. C'est pour ça que si vous pensez à l'arroser de temps en temps, 10 millions, je vais chercher de l'eau. Tout ça va se terminer par la déclaration d'indépendance, effectivement. Non sans avoir cependant prétendu déposer une sorte de modèle de crêpe qui aurait une valeur européenne. Parce que oui. Voilà. Parce que c'est à la fois burlesque et fantaisiste, mais ça n'est pas que ça, parce que on a déjà vu des cas d'aberration bruxelloise, liées à la communauté européenne en tout cas. Oui, c'est ça. En fait, le grand projet européen, ils vont donc à Bruxelles et on leur explique que le grand projet européen, c'est une taille unique, 42,5 pour tout le monde. Oui, 1,79 m pour les hommes. Voilà, c'est ça. Donc, on s'amuse de toutes ces réglementations.
Ils ont leur indépendance et comme ils sont totalement ruinés, ils finiront par déclarer la guerre. Oui. Ils la perdront évidemment, ils profiteront du plan Marshall. Le second plan Marshall, et ils renaîtront de leurs cendres. Je suis obligé à le raconter. C'est très bien. La danse de l'Albatros, bah ça vous en souvenez sans doute, on en a beaucoup parlé en son temps, ça a été joué au Théâtre Montparnasse, créé en septembre 2006 par les soins de Patrice Kerbrois, avec Pierre Arditi, Jean-Michel Dupuis, Josiane Stoléru et Alexia Barlier. Je voudrais qu'on lise un très bref passage, mais qui m'enchante assez. On va passer à table et Gilles, alias Jean-Michel Dupuis, s'interroge sur ce que va être le menu. C'est l'histoire d'un type qui est un zoologue, zoologiste plutôt, Oui, joué par Arditi, et qui vit avec une fille qui a 40 ans de moins que lui. Oui. Et le zoologiste, c'est Thierry, hein, c'est ça? C'est ça, Arditi. Arditi. Gilles, qu'est-ce qu'on mange d'ailleurs? Qu'est-ce qui a fait? Quelqu'un a fait les courses? Françoise, oui, j'ai pris un poulet. Gilles, élevé en liberté? Françoise, oui. Thierry, comment tu le sais? Françoise, c'est écrit sur l'emballage. Poulet élevé en liberté. Thierry, que ça peut te foutre qu'il soit élevé en liberté? Gilles, ça incite les éleveurs à respecter un peu plus les poulets. Et puis c'est meilleur. Thierry, il faudra s'interroger un jour sur la notion de liberté chez le poulet. C'est déjà compliqué pour nous, alors pour un poulet, non? Françoise, si. Thierry, élevé en liberté. Liberté de quoi? De conscience, d'expression? Gilles, de pensée, certainement. Thierry, quel usage un poulet peut-il bien faire de la liberté? C'est idiot de mettre ça sur un emballage. Est-ce que j'ai été élevé en liberté, moi? Hein, Françoise? Peut-on considérer que nos parents nous ont élevés en liberté? Françoise, si on oppose liberté à élevage en batterie, oui. Thierry, donc, quand on emballera mon cadavre avec du cellophane sur une petite barquette en polystyrène, on pourra ajouter sans crainte de tromper le client la mention Thierry, élevé en liberté. Françoise, oui, mais je veillais à ce qu'on t'attribue un label rouge. Merci, c'est gentil. Oui, il y a une réplique qui m'enchante, puisque l'un des... Oui, Gilles et Thierry, qui sont donc amis, s'entretiennent de leur vie privée. Et le pauvre Gilles, a été plaqué par sa femme. On peut pas dire que tu as réussi ton couple, toi, dit Thierry Arditi. Non. Justement, moi aussi j'ai divorcé, et c'est pour ça que je peux t'en parler. J'ai été déchiré quand elle est partie. Non. Ouais. Je sais encore mieux que toi ce que j'ai ressenti. Oui, mais c'est pas le fait qu'elle te quitte pour un autre homme qui t'a déchiré. C'est pas vrai. C'est quoi alors? C'est qu'elle te quitte pour un Suisse allemand. C'est ça qui t'a rendu malade. Qu'elle te préfère un Suisse allemand. Pas du tout. Mais si, je comprends d'ailleurs, c'est très humiliant. Une réplique formidable. La quitter pour un Suisse allemand, c'est très humiliant. Il y a aussi quelques idées vraiment très drôles. Arditi vit avec une très jeune femme qui écrit, si on peut dire, des livres pour enfants. Enfin, plus exactement, elle compose. Je ris tout seul, pardon. Elle fait des livres pour bébés que l'on peut, avec lesquels on joue dans le bain. C'est pas vraiment des livres, enfin, des espèces de machins, voilà. Bon. Et alors Arditi, qui est très épris et qui est très gentil, lui dit, mais au fond, cette technique est formidable, mais on devrait l'appliquer aux adultes. Par exemple, on devrait faire des espèces de, vous voyez, de canards avec lesquels on jouerait dans le bain, sur lesquels serait reproduit le Père Goriot de Balzac. Voilà. Alors, oui, pourquoi pas, tout le monde a envie de lire le Père Goriot dans son bain. Enfin, vous voyez, tout ça est totalement burlesque. Et il a une phrase assez formidable aussi, parce que, comme très souvent dans le théâtre de Gérald, la comédie laisse place de temps en temps à des réflexions que je crois d'une très très grande justesse. Celle-ci, par exemple. Il est quand même un peu gêné de vivre avec une jeune femme infiniment plus jeune que lui. C'est pas tant qu'il soit gêné pour lui-même, mais on lui fait des remarques. Tout le monde, évidemment, a repéré les choses, et bien sûr que ça alimente la conversation. D'avoir choisi Judith, je me suis laissé emporter par sa fraîcheur. J'étais tellement flatté de plaire à une jolie fille de 20 ans, mais à quel prix? Ça m'épuise. Je me surveille en permanence. Je t'ai dit, c'est toujours à son copain, hein, je t'ai dit que je me suis acheté des haltères, 2 poids en fonte de 3 kilos chacun pour faire des exercices de musculation chez moi. Et tu fais de la musculation? Ouais. T'as remarqué, non? T'as pas remarqué? Les dorsaux, les trapèzes, les obliques. Je connais le nom de tous les muscles maintenant, et j'ai pas mal, mon vieux.
Et j'ai mal partout. Ah, c'est pour ça que tu as des petits malaises. Depuis que je suis avec une jeune, j'ai pris 20 ans. Ouais, mais tu refuses absolument de te détendre. On dit que la jeunesse est un état transitoire, mais c'est vrai de tous les âges. On n'est pas vieux éternellement. Tu veux que je te dise? J'ai peur de gâcher ma vieillesse avec Judith. Pas mal vu? Très juste. Bon. Et la danse de l'albatros dans tout ça? La danse de l'albatros. La réalité de la danse de l'albatros. Si je me souviens bien, c'est la danse que fait le mâle pour reconnaître sa femelle. Oui. Puisque ils sont des couples à vie. Et donc il fait une danse et sa femelle le reconnaît. Mais c'est pas le seul oiseau, il y a d'autres oiseaux qui font ça. Ils se séparent un an et puis quand ils reviennent, ils se reconnaissent parmi des milliers de... Voilà, c'est ce que raconte donc le personnage principal qui connaît le sujet puisque c'est son métier. Et il est même écrit que c'est tous les 3 ans que le mâle revient. Absolument. Et que la femelle le repère immédiatement. C'est peut-être à vérifier, mais j'imagine que vous l'aviez fait. En tout cas, puis enfin, de toute façon, on s'en fout. C'était écrit sur Internet. C'est pas une pièce sur l'albatros. Bon, ça, je ne suis pas allé chercher plus loin.